Un vieil homme, sans enfant et souhaitant ne plus décevoir son père, devient un maître épéiste. Il est convoqué par l'ordre impérial par un ancien élève, qu'il trouve d'une beauté éblouissante. Désormais, il doit quitter la campagne et se rendre dans la capitale avec cette femme pour devenir un maître en ville. Un homme d'âge moyen s'entraîne avec une épée en bois. Devant lui, son père se lamente, en voyant des enfants courir dans la cour, qu'il aurait dû avoir des petits-enfants depuis longtemps. Le plus jeune homme se plaint qu'il devrait être le centre de l'attention à cet instant, et l'aîné affirme que la technique du garçon est excellente, puisqu'il l'a pris comme disciple il y a 20 ans. Revenant à sa plainte, il commente que le plus jeune n'a aucune considération pour la famille. Peu après, l'homme qui s'entraîne est salué par ses élèves enthousiastes, et il déclare que s'occuper du dojo et chercher davantage d'élèves féminines est un acte de grande considération. D'ailleurs, il ne voit pas comment il pourrait avoir des enfants alors qu'il n'est même pas encore marié. Le père suggère que peut-être l'une de ses élèves pourrait lui convenir, mais le sensei précise clairement que le dojo n'est pas un lieu pour la romance. D'ailleurs, il s'agit d'un dojo modeste qui enseigne l'art du sabre depuis des générations. Le professeur y est né et, autant qu'il s'en souvienne, il a toujours joué avec des épées en bois. Peu de choses changent dans cet endroit, et l'homme fait ce qu'il peut pour que tout continue de fonctionner. Enfant, son rêve était de devenir un épéiste. Il avait des capacités supérieures à la moyenne et une bonne vitesse pour son âge, mais rien de tout cela n'était suffisant. Quoi qu'il en soit, l'homme ne se plaint pas, convaincu qu'il est exactement là où il doit être. Il n'est peut-être pas le meilleur, mais il a un don pour l'enseignement. Plus tard, à la fin du cours, le maître réfléchit au fait que bon nombre de ses élèves ont poursuivi des carrières très réussies, ce qui est une grande source de fierté. Lorsqu'il rentre chez lui pour prendre quelque chose à manger, son père parle encore de devenir grand-père. Le vieil homme demande si Fran, sa femme, n'adorerait pas que Beryl trouve une épouse pour leur donner un petit enfant. Mais la femme pense que chaque chose doit arriver en son temps, et qu'il n'est pas bon de forcer les choses, bien qu'elle soit certaine qu'un jour, leur fils aura des enfants dont les grands-parents pourront s'occuper avec tendresse. À ce moment-là, Beryl comprend que sa mère ne prend le parti ni de son père ni du sien. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Beryl ouvre et voit une jeune femme en armure mentionner que cela fait bien longtemps qu'elle n'a pas vu son maître. Elle s'appelle Alucia Citrus. Le professeur invite son ancienne élève à entrer et lui sert du thé. Son père commente que la jeune fille envoie toujours des lettres, donc il sait qu'elle a été promue commandante de l'ordre royal des chevaliers, ce qui signifie que Beryl a fait du bon travail. Au fait, le sensei lui demande ce que la jeune dame fait ici, et elle explique qu'elle enseigne aussi l'escrime. Elle est donc venue l'informer qu'elle a recommandé Beryl en tant qu'instructeur spécial pour l'ordre, et que la nomination a été approuvée. Le sensei pense que c'est une sorte de plaisanterie, mais la chevalière lui présente le document officiel à signer. Le père de Beryl prévient à l'avance que son fils mourra s'il ne signe pas ce papier, et Alucia corrige qu'on n'ira pas jusque-là, mais que l'entraîneur devra vraiment faire face à de sérieuses conséquences. Quoi qu'il en soit, elle est venue en calèche pour emmener Beryl passer la nuit dans la capitale, et demain ils pourront parler plus calmement. L'homme est déboussolé par tout ce qui se passe si vite, mais comme le dojo est fermé demain, le père insiste aussi pour que son fils y aille, surtout parce qu'il pourrait avoir de la chance et prendre cette belle jeune femme pour épouse. Beryl s'énerve et dit à son père d'arrêter de plaisanter, car il y a une différence d'âge importante entre eux, mais Alucia agit comme si elle aurait aimé que le professeur prenne cela au sérieux. Finalement, l'instructeur monte dans la calèche et part pour la capitale. Il remarque qu'Alucia porte toujours la même épée qu'il lui avait offerte lorsqu'elle a terminé le dojo, un geste qu'il fait pour tous les élèves qui finissent le cours. Bien qu'il soit touché par cette attention, il se demande si cette vieille arme convient vraiment à une commandante de l'ordre, mais Alucia insiste pour garder ce cadeau près d'elle. En entendant cela, Beryl trouve amusant qu'elle semble toujours garder cette idée enfantine selon laquelle le maître est toujours meilleur que l'élève. Ce qui n'a aucun sens, surtout qu'il est désormais trop vieux pour être l'instructeur important dont elle a besoin. Malgré cela, la commandante est enthousiaste à l'idée qu'un maître d'armes de la campagne travaille enfin dans la capitale, et elle est certaine que son ancien professeur fera un excellent travail. D'ailleurs, elle pense elle-même qu'elle doit encore progresser pour mériter la considération du sensei, mais, profitant du fait qu'il n'a pas entendu cette dernière remarque, elle préfère ne rien ajouter. Bientôt, les deux arrivent dans la capitale de Baltrin, et Beryl est heureux d'y revenir après tant d'années. Après avoir été déposé à l'auberge où il doit passer la nuit, il observe les différentes boutiques et les passants,
et se dit qu'il est trop vieux pour tout cela. Le lendemain, Alucia explique à ses hommes qu'elle a convoqué Beryl Gardenant pour être l'instructeur spécial de l'Ordre de la Liberté, et elle déclare que Beryl est si fort qu'elle-même ne peut pas l'égaler. Sur ce, elle appelle le professeur à s'adresser à tous les soldats, ce qui le fait transpirer à grosses gouttes. Après avoir rassemblé un peu de courage, il commence son discours, espérant être utile à tous ceux présents, et que le partenariat entre eux sera un succès. À la fin de son discours, un soldat demande à un autre s'ils doivent s'inquiéter, et un autre semble contrarié. Lorsque les hommes sont congédiés, la commandante félicite le nouveau formateur pour son discours, et lui explique qu'il devra entraîner les chevaliers 3 ou 4 fois par mois, ce qui ne devrait pas interférer avec son travail au dojo. À propos, une chevalière nommée Kirini arrive en courant pour saluer son ancien professeur, tout en évoquant une réprimande de la commandante. Beryl est impressionnée de voir que la jeune fille est devenue une véritable chevalière, mais elle explique qu'elle a encore beaucoup de chemin à parcourir. Le professeur se souvient que Kirini s'est entraînée pendant 2 ans au dojo et qu'elle a travaillé dur pour en arriver là, et elle est heureuse d'avoir à nouveau l'opportunité de s'entraîner avec son maître. Lorsqu'il rentre chez lui le soir, Beryl est heureux de constater que 2 de ses anciennes élèves font désormais partie de l'ordre. En entrant par la porte, il est surpris de voir Randrid à l'intérieur, un autre ancien élève venu avec sa femme et son enfant. Malgré la joie de retrouver un autre ancien apprenti, le père de Beryl affirme que personne n'a besoin de son fils ici, et qu'il devrait rester à Baltrin pour se consacrer à son nouveau travail, et ne revenir que lorsqu'il aura trouvé une épouse. Malgré ses réticences, Beryl s'assied à table pour discuter avec Randred, et apprend que le jeune homme abandonne sa vie d'aventurier pour s'installer au village, maintenant qu'il est devenu père. Le professeur pense que c'est un changement de vie important pour quelqu'un de classe platine, et Randred se sent quelque peu coupable, car c'est l'entraînement du sensei qui l'a mené jusque-là. D'un autre côté, Beryl se rappelle qu'il a entraîné le garçon pendant 10 ans, mais que c'est l'effort de Randred lui-même qui l'a façonné en tant qu'individu. Après tout, les aventuriers peuvent bien gagner leur vie, mais c'est une profession risquée. Le père de Beryl mentionne que cela doit être un coup de chance, car Randred connaît bien le style d'entraînement du dojo et pourrait reprendre les responsabilités de l'ancien professeur s'il accepte le rôle de maître. Sur ce, Randred Paddlerock s'engage à servir selon les besoins, et Beryl reste là à essayer de comprendre comment tout cela a pu se produire aussi vite. Il est évident que son vieux père a convaincu le garçon de reprendre le dojo pendant son absence. Pour ne rien arranger, le vieil homme invite la famille à passer la nuit chez eux, et Beryl marmonne que c'est sa maison. Lorsque l'aube se lève à nouveau, le professeur raconte l'histoire à Elucia, qui fait semblant de ne pas avoir aimé ce qui s'est passé, alors qu'en réalité, elle voulait garder le sensei près d'elle. Beryl s'excuse d'avoir emmené la commandante pour lui trouver un endroit où loger, puisque l'auberge où il a séjourné est trop chère pour lui. Profitant de son accès illimité à la zone, Elucia tente sa chance en l'invitant à rester chez elle, mais voit sa tentative échouer dès que l'homme refuse la proposition comme s'il s'agissait de quelque chose venu d'un autre monde, voire d'une plaisanterie étrange de jeunes gens. Elucia ne baisse pas les bras et invite le maître à déjeuner, espérant au moins une rencontre déguisée, mais soudain, une femme dans la rue commente que la commandante de l'ordre se promène avec un homme qui ressemble à un lâche. Beryl entend cela et cache son visage, gêné. En s'imaginant que ce n'est pas bon pour l'image d'Alucia d'être vue avec un vieil homme comme lui. Immédiatement, Alucia demande à Lysandra de faire taire les bavardages inutiles et elles reprennent leur marche, mais l'importune insiste et questionne comment la commandante ose appeler un simple homme ordinaire, maître. Beryl remarque que la femme porte une plaque d'aventurière de classe noire, chose qu'il n'a jamais vue auparavant, jusqu'à ce que Lysandra réalise enfin qu'elle se trouve devant maître Beryl. De son côté, l'homme ne reconnaît pas la jeune femme, ce qu'elle avait anticipé, puisqu'elle ne l'a pas vue depuis 20 ans. Néanmoins, elle tente de raviver la mémoire de l'ancien professeur en se présentant comme Shurna Lysandra, qui avait été recueillie par lui alors qu'elle était très jeune et avait reçu des leçons d'escrime. À ce moment-là, Beryl se souvient de la jeune Shurna d'autrefois, lorsqu'il l'avait trouvée perdue au bord de la rivière et qu'il l'avait accueillie chez lui, en plus de lui offrir un entraînement. Après tout ce temps, Shurna révèle qu'elle aurait adoré partager avec le professeur la réussite qu'elle a connue dans sa vie, mais qu'elle n'en a jamais eu l'occasion. Au passage, elle demande ce que maître Beryl fait en train de marcher avec Citrus.
C'est alors que la commandante elle-même s'emporte pour expliquer que le sensei est désormais un instructeur spécial de l'Ordre de la Liberté, et que tous les deux cherchent un logement pour lui à Baltrin et qu'elle n'est pas du genre à reculer devant un affrontement. Shurna provoque en répondant que cela a du sens que le bonhomme soit instructeur, mais elle pense pouvoir l'aider bien plus que la commandante pour se loger, ayant autrefois été courtière pour aventurier. À l'approche du soir, les deux femmes trouvent enfin un endroit où loger le professeur, qui les remercie toutes les deux pour leur aide, même s'il aimerait qu'elles se respectent un peu plus. Ignorant ces mots, elles sortent après avoir dit au revoir, puis Beryl les observe par la fenêtre alors qu'elles descendent la rue, en réfléchissant au fait qu'il n'a plus l'âge de profiter d'un déménagement dans une grande ville, mais que c'est une chance d'avoir d'anciennes élèves qui veillent sur lui. Le lendemain matin, un chevalier talentueux démontre toute sa puissance en brisant simplement l'épée en bois de son adversaire et en remportant le combat. Après le duel, Alucia Citrus annonce que Maître Gardenant sera désormais responsable des leçons. Rejetant le nouveau professeur, le puissant chevalier affirme qu'il faut un certain niveau de force pour devenir instructeur de l'Ordre de la Liberté, et que Beryl doit donc prouver sa compétence. Beryl demande qui est cet homme arrogant, et Citrus explique qu'il s'agit de Amblitz Druid, le vice-commandant de l'Ordre. Sur ce, le vice-commandant défie le sensei en duel, et la supérieure accepte afin que le maître puisse prouver sa valeur. Ainsi, même contre sa volonté, Beryl entre dans la salle d'entraînement pour l'affrontement. Autour de lui, d'autres chevaliers doutent que ce professeur rustique puisse leur enseigner quoi que ce soit, ce que Beryl lui-même ne conteste pas. Druid déclare que c'est très aimable de la part de la commandante de vouloir remonter le moral de ce vieux maître, mais que même la gentillesse peut mener à des erreurs. Encore une fois, Beryl est d'accord avec cette affirmation, mais promet de faire de son mieux pour ne pas perdre trop honteusement, car ce serait vraiment mauvais pour Alucia s'il recevait une raclée brutale de la part de ce sale gamin insupportable. Finalement, le duel commence, et Druid prend l'initiative en fonçant sur son adversaire et en assénant plusieurs coups. En les bloquant un par un, le sensei reconnaît qu'il serait désastreux d'en encaisser un seul, alors il manœuvre son épée pour transformer le prochain blocage en contre-attaque, et frappe le menton de son rival avec le pommeau de son arme. Ayant fait cela, il demande si l'élève va bien, ce qui énerve encore plus Druid. Après ce coup, les deux retournent à leur position initiale, et Beryl regrette d'avoir frappé, puisque son intention initiale était de s'arrêter plus tôt. Dans son esprit, c'est une attitude impardonnable pour un instructeur. Avant le second round, Druid avertit déjà qu'il ne se laissera pas avoir par une autre feinte bon marché, et il fonce à nouveau avec encore plus de force. En se défendant correctement, Beryl sait que le garçon est plus fort et plus rapide que lui, mais ses mouvements sont très linéaires, c'est-à-dire faciles à anticiper. En comptant là-dessus, le sensei prédit la prochaine attaque et repousse son adversaire. Druid devient encore plus furieux et prépare sa célèbre technique de l'ordre, conçue pour briser l'arme de l'adversaire. Cependant, après avoir attaqué, il se rend compte que Beryl a disparu de son champ de vision, avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe. L'instructeur se trouvait derrière lui, l'épée pointée dans son dos. Après cette défaite écrasante, l'élève affiche un visage stupéfait face à une telle maîtrise, mais cède rapidement à la puissance du sensei et agit comme s'il était son fan numéro 1, secouant l'homme tout en le suppliant de lui apprendre cette technique incroyable. Plus tard, c'est en réalité Draw lui-même qui organise une sortie et propose un toast en l'honneur de la nomination du professeur dans une taverne. De plus, il s'excuse pour son impolitesse précédente, mais Beryl comprend qu'on l'ait mis en doute, puisqu'il était un inconnu arrivé soudainement pour entraîner le bataillon. Après quelques verres, Alucia dit franchement au vice-commandant qu'elle l'avait pourtant prévenu. Beryl Gardenant est redoutable et mérite le respect. Kearney commente que l'officier sait vraiment boire, tout comme le vice-commandant, mais qu'elle-même ne boit qu'occasionnellement et ne peut pas suivre le rythme effréné de ces deux-là. Amblitz insiste à nouveau sur combien il a été impressionné par la technique du professeur, et Beryl répond que la technique de Draw correspondait à son style, mais le jeune homme n'y croit pas une seconde, car la manière dont le sensei a retourné la situation à son avantage semblait venir d'un autre monde. Le chevalier adorerait connaître le secret de cette manœuvre. Beryl partage alors qu'il s'est simplement synchronisé avec la rotation de son adversaire. Kearney remarque que ça semble facile dit comme ça, et Alucia est d'accord, mais seulement pour le maître. Beryl ajoute qu'anticiper le prochain mouvement est aussi essentiel, et que si Draw avait été moins rigide, il n'aurait certainement pas gagné. En entendant ce précieux conseil, Amblitz déclare qu'il est impatient de travailler avec le nouveau maître.
Pendant ce temps, au village, dans la nuit, le père de Beryl remercie Randred pour son aide. Le jeune homme répond que rien ne le rend plus heureux que d'aider Maître Beryl à conquérir le monde, et le vieil homme souligne que son fils mérite mieux que ce village. Randred ajoute qu'il a vu beaucoup de choses en tant qu'aventurier, mais qu'il n'a jamais rencontré un épéiste meilleur que Beryl. Sur ce point, le père de l'instructeur est d'accord, et espère que son fils atteindra des sommets encore plus grands. Regardez ces vidéos qui apparaissent sur votre écran et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.